Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Claude Laferrière, je suis enseignant en géopolitique et avocat. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends de la part de qui que ce soit aucune contribution ni aucun mandat. C'est vraiment une perspective d'éducation populaire. Voilà. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trudeau-Legault, Dictature 101. Voilà. Mais avant d'aborder le sujet comme tel, je pense qu'il est très important de faire une préambule, une sorte d'introduction sur ce qu'est la dictature, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul homme, dictaturale, le pouvoir d'un seul homme dans les mains d'une seule personne. En Occident, je vous dirais qu'il y a deux tendances, deux mouvements. Vous avez d'abord le mouvement monarchiste, à proprement parler, qui est une dictature de famille, de liens, de droits divins, de génération en génération. Je vais revenir là-dessus. Et l'autre tendance, je vous dirais, qui est la dictature militaire, c'est-à-dire qui s'installe par un coup d'État et qui est renversé par un autre coup d'État. C'est ce qu'on va retrouver en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans certains pays africains et en Asie. Voilà. Donc, c'est vraiment ces deux tendances, la tendance monarchiste et la tendance militariste de la dictature, qui fait en sorte que l'histoire a évolué lentement, mais très péniblement vers, dans, dans le cas des monarchies, vers des assemblées constituantes. Dans le cas des dictatures militaires, il y a eu ce que je pourrais appeler des semblants de monarchie, c'est-à-dire d'assemblées constituantes, comme en Chine, par exemple, hein, où vous avez le modèle marxiste qui crée un semblant de d'assemblée constituante, mais qui, dans les faits, concentre le pouvoir dans un seul homme, que ce soit Lénine, Staline, Castro, Raoul Castro, Fidel Castro, et là, on se donne une monarchie euh, fondée sur le népotisme familial, dans le cas de Castro, qui est pas une monarchie, bien entendu, mais qui est une dictature familiale, ce qui va être très fréquent aussi dans les pays d'Amérique du Sud, que ce soit au Venezuela, au Pérou, au Chili, en Argentine, etc. Donc, je reviens. Ces deux tendances fortes de la dictature militaire versus la monarchie. Maintenant, il faut comprendre que la dictature, on va surtout s'intéresser, dans le cas du Canada et du Québec, à notre monarchie. Notre monarchie qui est d'inspiration britannique. Et là, on va faire un cours pas un réquisitoire, là, mais un cours exposé ce qu'était et comment est née la monarchie britannique. C'est que en Angleterre, depuis 1215, avec la Grande Charte, la Magna Carta, il est devenu extrêmement important que les citoyens, en fait pas les citoyens, les sujets à l'intérieur du royaume puissent se faire entendre par le roi lorsqu'ils sont accusés par des nobles, voilà, d'avoir commis certains gestes. Donc, c'est ce qu'on va appeler, c'est la naissance, si vous voulez, de l'habeas corpus. Donc, vous avez en Angleterre et en France, sur le continent européen, des différentes monarchies qui sont en fait des dictatures familiales. Vous avez un roi et sa famille entourés de gardes rapprochés, qui sont souvent des barons en Angleterre, des comtes ou des ducs en France, qui sont des militaires, qui font partie de la noblesse d'épée et qui protègent le roi et qui, en quelque sorte, vont être anoblis et qui font, souvent, ce sont de grands propriétaires terriens, des hommes, toujours des hommes, et qui se reconnaissent dans un chef qui est un roi et qui, de génération en génération, va diriger le pays. Donc, on peut dire que c'est une sorte de dictature qui va se donner une légitimité à travers un modèle monarchiste, dit de droit divin, dans la mesure où on va se rapprocher du christianisme. Donc, vous avez ce modèle-là à travers l'Europe. Mais ce qui est important, c'est qu'en Angleterre, le roi
très conscient de l'importance d'avoir le support de ses sujets, pas seulement de sa garde rapprochée, mais de ses sujets, de créer une assemblée constituante qui va devenir un parlement. Et alors qu'au départ, c'est le roi en Angleterre qui fait des édits, qui fait des lois, si vous voulez, eh bien, il va partager ce pouvoir avec le Parlement, qui lui aussi, au fil des années, à travers le Moyen Âge et jusqu'à l'ère moderne, va augmenter son pouvoir. Évidemment, il va y avoir des périodes de crise. On pense à l'époque de Cromwell, on pense à la guerre des 2 Roses. Cromwell va faire décapiter Charles Ier à cause de ces guerres et de ces taxes. Il faut comprendre que le pouvoir du roi, à ce moment-là, je prends toujours le modèle anglais, bien entendu, c'est un pouvoir de taxation pour pouvoir financer l'armée, financer sa garde rapprochée, financer ses nobles. Et pour ce qui est de l'autre partie de l'économie à proprement parler, les métiers, l'agriculture, etc., à ce moment-là, l'Assemblée constituante va acquérir de plus en plus le pouvoir, entre autres le pouvoir de faire des lois, mais sans jamais vraiment pouvoir toucher à la taxation. La taxation va relever du monarque, tout comme les affaires étrangères et l'armée. Donc, le modèle médiéval, pour revenir sur un plan sociologique, vous allez avoir la noblesse d'épée, c'est-à-dire le roi, sa garde rapprochée, son armée. Vous allez avoir la noblesse de robe, et ça c'est l'Église catholique à l'origine, qui ensuite qui va être chassée, les monastères vont être fermés avec Henri VIII, et là, ça va être l'Église anglicane, le serment au roi. Et donc, ça c'est la noblesse de robe, n'est-ce pas, l'Église anglicane qui va être intégrée à l'appareil d'État, donc fusion de l'Église et de l'État. Et vous allez avoir le tiers-État. Ça, le tiers-État, ben, c'est les gens comme nous, les gens ordinaires, les agriculteurs, les paysans, les sans-culottes, les gens de métier, les forgerons, les laferrières, ceux qui travaillent le fer, et ainsi de suite. Donc, vous avez 3 classes d'individus, de personnes, et l'Angleterre, avec son Parlement, va littéralement créer une révolution en donnant une voix à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui ne font pas partie de la garde rapprochée, qui ne sont pas des nobles et qui ne font pas partie de l'Église, n'est-ce pas, qui n'ont pas compris la révélation. Donc, les gens de métier, les agriculteurs, les paysans, si vous voulez, et les petits propriétaires, et voilà. Et on va faire des lois pour eux. Un parlement va être créé pour faire des lois pour eux. Évidemment, cette révolution qui va instituer le parlementarisme, eh bien, ça va fasciner les intellectuels français, parce qu'en France, de l'autre côté de la Manche, c'est la monarchie absolue. Il y a des parlements locaux, mais ils ont seulement le droit de faire des remontrances au roi. Là, à l'époque de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, les parlements n'ont pas vraiment de pouvoir. Ils vont commencer à avoir du pouvoir à la fin du règne de Louis XVI, mais là, Louis XVI va être décapité avec Marie-Antoinette, et voilà, ça va être la Révolution. Donc, à ce moment-là, on va oublier la monarchie. Mais en Angleterre, au contraire, Montesquieu, Voltaire et d'autres intellectuels français vont avoir une grande admiration pour le modèle parlementaire, puisque finalement, on va réussir à sauver, à instaurer une stabilité sociale qui va être le socle de la révolution industrielle, n'est-ce pas, et de la révolution scientifique qui va se poursuivre en Angleterre, alors que la France va plonger dans le bonapartisme, la révolution, le bonapartisme, le chaos, autrement dit. Donc, autrement dit, il faut, de ce point de vue-là, je dois dire que j'admire l'Angleterre qui a réussi à établir un système parlementaire et une démocratie efficace qui permettent la représentation de tous dans les 3 classes, dans les 3 catégories de personnes, noblesse d'épée, noblesse de robe et le fameux tiers-État. Et avec les années, on va créer une bourgeoisie industrielle, ce qui va amener d'autres problèmes, bien entendu, avec la révolution industrielle, la paupérisation, il va y avoir des famines en Irlande, etc. Et ça va être aussi la question du statut des catholiques en Angleterre qu'on va émanciper graduellement. On va pardonner aux puritains, n'est-ce pas, ceux qui étaient derrière Cromwell et qui se sont opposés à l'anglicanisme. Donc, on va réussir à créer une grande réconciliation à l'intérieur de l'Angleterre. Et ça, de ce point de vue-là, on peut dire que le modèle britannique est une réussite. En France, ben écoutez, ça va être le chaos, tout simplement.
avec la monarchie absolue qui va tomber, qui va être remplacée par la commune, ensuite le retour à la loi et l'ordre avec Bonaparte, et bon, le Second Empire, et puis bon, on va jusqu'à la Première Guerre mondiale, et c'est de l'instabilité, c'est du quinquennat, écoutez, bon, voilà. Le problème qui va se poser pour l'Angleterre et qui va dégénérer, ce sont ses colonies. C'est-à-dire que l'Angleterre a réussi à créer, grâce à l'époque de George II et George III, ça c'est l'époque des plaines d'Abraham, là, à ce moment-là, 1763, le fameux traité de Paris qui va faire en sorte que la France va céder ses territoires nord-américains à l'Angleterre. Eh bien, à cette époque-là, vous avez une colonisation qui est extrêmement forte, extrêmement importante et qui va s'étendre jusqu'aux Indes, jusqu'en Inde, et qui va faire en sorte que l'Angleterre, pour des raisons géographiques évidentes, va dépendre de plus en plus de ses colonies pour le commerce, l'agriculture, pour les épices, pour les drogues aussi, les plantes, etc. Donc, le tabac, le café, ainsi de suite. Donc, l'Angleterre va développer un immense réseau commercial qui va culminer avec le règne de Victoria et des British Empire et la naissance de la Navy, c'est-à-dire la marine britannique qui va être extrêmement puissante, qui par ailleurs va subir une défaite à Yorktown et qui va faire en sorte que les Anglais, l'Angleterre, va perdre les États-Unis d'Amérique. Là. Mais ça, c'est un autre dossier, ça, on pourrait y revenir. Mais tout ça pour vous dire qu'à cette époque-là, les colonies sont essentiellement des comptoirs commerciaux. Et le Canada en fait partie. C'est simplement un comptoir commercial. À partir de 1763, les banquiers, les banques anglaises, les marchands anglais, les marchands de fourrure vont s'installer ici, ce qui va donner lieu à la Hudson Bay Company, le magasin La Baie et d'autres la compagnie des territoires du Nord-Ouest qui était française va être finalement chassée, remplacée par des commerçants anglais partout dans ce qui va devenir le Bas-Canada un peu plus tard. Donc, je ne vais pas faire un cours d'histoire là-dessus, mais simplement pour vous dire qu'à l'origine, le Canada, le Bas-Canada, après l'acte d'union et après la Confédération, après la création du Dominion, c'est essentiellement un immense comptoir commercial, c'est-à-dire un endroit où on vient faire du business. Donc, les gens qui sont ici sont plus ou moins abandonnés. On pense aux Français qui ont été abandonnés par la France de Louis XV. Louis XV qui était davantage préoccupé par ses aventures sexuelles avec Madame de Pompadour et, et Versailles, qui était devenu un immense bordel sous Louis XV et qui est dénoncé par Voltaire et Montesquieu, et qui, évidemment, c'est une France qui est complètement décadente, là. Mais ici, les Anglais ont repris, passez-moi l'expression, le poil de la bête, et avec le gouverneur Murray, et des alliances qui vont être conclues avec le clergé pour installer une stabilité, ce qui va mener à l'acte de Québec, entre autres, et de 1774, qui va protéger notre langue, notre religion et la coutume de Paris, qui va devenir notre Code civil, le Code civil du Bas-Canada et le Code civil du Québec à partir de 1994. Donc, pour revenir à l'essentiel, la question de la constitution des assemblées constituantes au Québec, au Canada, c'est-à-dire dans ce qui était la province de Québec et ce qui est toujours la province de Québec, et les autres provinces qui vont se joindre, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et plus tard le Manitoba et le Prince-Édouard, etc. Donc, ce qui va se constituer comme assemblée constituante, eh bien, ça va être le Parlement et les législatures des provinces. Et là, on va s'inspirer du modèle anglais, mais il faut toujours avoir à l'esprit qu'à ce moment-là, ce sont des oligarques britanniques qui se servent du Canada comme d'un comptoir commercial. Donc, il n'y a pas vraiment de rattachement, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de transfert au chapitre des réformes constitutionnelles postérieures à 1867, et ça fait en sorte que
en quelque sorte, même s'il y a le Colonial Law Validity Act qui a été adopté par Londres en 1865, puis qui fait que nos lois doivent être conformes, c'est-à-dire ne pas être incompatibles avec les lois anglaises, eh bien, il va y avoir un certain abandon, c'est-à-dire qu'à partir de 1867, à la fin du règne de Victoria, on va ouvert la fin du règne de Victoria, on va abandonner un peu l'idée du Canada. On se dit, bon, ils peuvent se débrouiller un peu par eux-mêmes, en autant qu'on puisse c'est-à-dire conserver nos liens d'affaires. Donc, on est véritablement dans une perspective de colonialisme anglais, ce qui, quelques décennies plus tard, on sait que dans le cas de l'Inde, du Pakistan et de l'Irlande, eh bien, tout ça, ça va dégénérer et faire en sorte que le British Empire va comme disparaître et être remplacé par le Commonwealth après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit très bien que il y a des difficultés à constituer l'Assemblée constituante ici, ce qui fait en sorte qu'on va maintenir dans les faits la tradition, si vous voulez, des gouverneurs militaires d'avant 1867. Parce qu'il faut comprendre qu'entre 1763, le traité de Paris, et 1867, ce sont des gouverneurs militaires qui vont mener le Canada. Donc, il y a énormément de pouvoirs par le biais d'une convention constitutionnelle, énormément de pouvoirs qui sont donnés au premier ministre. Beaucoup de pouvoirs. Et ça fait en sorte que le check and balance à la britannique ou à l'américaine, qui existe en Angleterre et qui existe aux États-Unis, ben, il n'existe pas ici. Donc, on a d'une certaine manière un premier ministre qui a les pouvoirs d'un gouverneur militaire, hein, et qui donne beaucoup de latitude aux oligarques, hein, parce qu'essentiellement, le Canada, c'est un comptoir commercial. C'est tout ce que c'est. Et au même titre qu'à l'Inde, le Pakistan ou l'Irlande, avant l'effondrement de l'Empire britannique et la naissance du Commonwealth. Donc, on va se retrouver avec des assemblées constituantes relativement impuissantes qui vont adopter des lois, mais où le premier ministre va avoir énormément de pouvoir, énormément de jeux et peu de ce qu'on va appeler le check and balance, autrement dit pour le contrecarrer. Bien sûr, on va avoir un Sénat à Ottawa, mais c'est un Sénat de personnes nommées, donc nommées par le premier ministre. Vous allez avoir l'équivalent au Québec, mais le Sénat va disparaître, le fameux Conseil législatif va disparaître, et on va se retrouver aujourd'hui avec une Assemblée nationale, finalement, mais avec un premier ministre extrêmement puissant, qui est un peu à l'image des gouverneurs militaires d'avant 1867. Parce que ici, au Canada, on n'a pas procédé aux réformes auxquelles les parlementaires et la couronne britannique ont procédé au fil des années, en particulier sous l'influence de Winston Churchill, qui a fait en sorte qu'il y a véritablement un check and balance. Et, si vous voulez, la Chambre des Lords joue un rôle majeur dans cet équilibre des pouvoirs en Angleterre et qu'on ne retrouve pas ici où on a plutôt une Cour suprême qui a tendance, passez-moi l'expression, à appuyer le premier ministre. Donc, on se retrouve avec un premier ministre au Canada et au Québec qui sont extrêmement puissants et qui sont à l'image des gouverneurs militaires d'avant 1867. Et vous avez des assemblées constituantes comme le Parlement, comme l'Assemblée nationale du Québec, où vous avez des représentants qui jouent, si vous voulez, un rôle de figurant dans une espèce de pièce de théâtre où les grands leaders commerciaux, les oligarques qui contrôlent les médias, qui contrôlent les richesses naturelles, qui contrôlent en quelque sorte les affaires étrangères aussi, avec le commerce, les accords de libre-échange, etc., qui jouent un rôle majeur. Donc, nos représentants à l'Assemblée nationale et au Parlement ont finalement assez peu de pouvoir et se contentent d'être des spectateurs passifs comment est-ce que je peux dire, d'un spectacle politique qui finalement a peu d'impact dans la réalité. Mais par contre, le système bancaire joue un rôle majeur parce que dans ce réseau, dans cet empire commercial, la devise
qui est l'élément d'échange avec les autres souverainetés, et aussi à l'intérieur, fait en sorte que c'est important que tout ça se tienne, donc que notre devise soit concurrentielle et solide. Et voilà. Donc, comme je le disais, on se retrouve donc avec des personnages politiques extrêmement puissants et peu contrôlés et peu contrôlables. On sait aux États-Unis que c'est complètement différent. Vous avez un Sénat élu et vous avez un président qui est très facile de neutraliser. On va le voir avec Biden, avec l'élection de novembre. Là. Il va devenir un président de façade probablement jusqu'à la fin de son mandat si jamais les républicains prennent le contrôle du Sénat. En Angleterre, vous avez la même chose avec Boris Johnson qui sombre dans les scandales et où le Parlement britannique affirme son autorité et commence graduellement à neutraliser son action pendant que la souveraine va probablement s'éteindre graduellement. Il est rendu à 95 ans, et on va avoir probablement un nouveau roi, Charles William, là, probablement Charles, mais peu importe. Donc, vous avez une monarchie qui s'autocontrôle, qui s'autogère, et où les lords, le Parlement, la souveraineté nationale, la monarchie et le bureau du premier ministre sont dans un rapport, si vous voulez, de check and balance assez important. Et il ne faut pas oublier qu'en Angleterre, c'est la fusion de l'Église et de l'État, donc il y a un élément de moralité dans l'État. C'est l'État avec Dieu en Angleterre, aux États-Unis aussi. C'est la présidence, One Nation Under God, c'est la Constitution. Donc, vous avez Dieu qui est présent en Angleterre, vous avez Dieu qui est présent aux États-Unis. Ici, au Québec, c'est l'État de 1789, l'État athée. Dans le reste du Canada, écoutez, la situation est probablement un peu plus compliquée. La Constitution affirme la suprématie de Dieu, mais bon, avec Trudeau, là, j'ai d'énormes doutes là-dessus. Ce qui m'amène aussi à dire quelques mots sur l'importance dans une démocratie comme la nôtre, une démocratie constitutionnelle, une monarchie constitutionnelle où finalement la représentante de la reine n'a à peu près aucun pouvoir, alors qu'en Angleterre, elle existe encore une influence notable. Ici, elle n'a à peu près aucun pouvoir. Et ça fait en sorte que ça augmente encore le pouvoir du premier ministre et du conseil privé, n'est-ce pas, qui sont prévus dans le conseil privé qui existe de par la Constitution et qui conseille le premier ministre, qui lui n'existe que par une convention constitutionnelle. Donc, ce que vous avez présentement, et là j'aborde la situation présente, ce que vous avez tant à Ottawa qu'à Québec présentement, c'est une opposition désorganisée. Donc, ce que vous avez à Québec, par exemple, vous avez des chefs d'opposition qui ont eu des liens significatifs avec l'actuel premier ministre. Donc, on peut parler d'une absence de distance entre Dominique Anglade, par exemple, et François Legault, qui elle, était une ancienne de la CAQ, hein, une patronne de la CAQ, et là, elle est rendue libérale. Bon, ben écoutez, là, quelque chose qui cloche. Hein, ce qu'on appelle en droit de la faillite et en droit fiscal arm's length, l'absence de distance. Même chose pour le Parti québécois avec Plamondon. Et c'est ce qui fait que vous vous retrouvez, parce que vous savez, François Legault a toujours été un pourfendeur du Canada, un ennemi du Canada. Et là, il essaie de nous faire croire qu'il est un nationaliste mou, alors qu'il a consacré l'essentiel de sa carrière à détruire le pays et à faire du Québec un État indépendant. Donc, il faut comprendre qu'il y a un double jeu là-dedans et qu'on n'est pas dupe. Là. On n'est pas dupe. Mais là, il a réussi à neutraliser l'opposition. Et il y a Québec solidaire qui est indépendantiste, donc qui va dans le même sens que Legault. Tout ce qui reste, c'est le Parti conservateur du Québec, mais il n'y a pas d'élu à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un exercice théorique, le parti de Éric Duhaime, pour l'instant. Pour l'instant. À Ottawa, on assiste bien sûr à la déconfiture du Parti conservateur et là qui se retrouve avec une querelle majeure au niveau du leadership entre Jean Charest et Pierre Poilievre. Et pour ce qui est de Justin Trudeau, bien, il a joué le jeu de la Chine,
n'est-ce pas? Il a fait une alliance avec la gauche, donc il est devenu un parti socialiste. Et voilà, c'est comme ça qu'il a réussi à se au pouvoir, alors qu'il n'avait pas du tout annoncé un gouvernement de coalition. Mais comme il a énormément de pouvoir, ben, il peut faire ce qu'il fait et il ne se passe rien. Il n'y a pas de check and balance, contrairement à ce qui aurait pu se produire en Angleterre avec la Chambre des Lords ou l'intervention de la souveraine. Ici, rien. Même chose à Québec, rien. Tout le pouvoir est au bureau du premier ministre de la province ou du pays, le Canada. Bon. Ce qui fait en sorte que, sur le plan de l'exercice démocratique, chacun a son noyau dur. Legault a réussi à créer un noyau dur en faisant appel à un 40% là, de athées fanatisés, en faisant une discrimination tout à fait honteuse envers les croyants, en enlevant le crucifix de l'Assemblée nationale, par exemple, avec sa loi sur la laïcité, en excluant les pro-vie. Hein, en réformant la loi 101 qui crée une discrimination à l'endroit des anglophones et des immigrants. Et finalement, son sport préféré, exclure les non-vaccinés. Donc, ça, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. C'est comme ça qu'il a réussi à créer, si vous voulez, un noyau dur à l'intérieur, si vous voulez, de la société, de la communauté canadienne-française, principalement de souche. Et c'est avec ça qu'il réussit à naviguer à travers et qui va probablement se rendre jusqu'en 2030. D'ailleurs, les spécialistes en géopolitique ou en politique québécoise le disent maintenant clairement dans les médias. Là, on ne voit pas l'ombre d'un parti d'opposition au Québec. Il n'y a rien. Voilà. Maintenant, il faut comprendre aussi que d'un point de vue politique à proprement parler, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada s'entendent dans le dossier des changements climatiques pour en quelque sorte mettre des bâtons dans les roues de l'industrie pétrolière et gazière, ce qu'ils réussissent à faire. Et l'effet de ça, bien sûr, c'est une inflation galopante, un manque à gagner de ressources énergétiques pour le pétrole. Le prix du gaz, le prix de l'essence augmente sans cesse, ce qui fait augmenter toutes les autres denrées parce qu'à une certaine époque, on a enlevé les trains pour mettre passez-moi l'expression, les poids lourds sur les routes, ce qui affecte l'infrastructure routière, mais aussi les coûts de transport, n'est-ce pas? Donc, on paie le prix pour tout ça. Rajouter à ça la pandémie et la multiplication des programmes par le fédéral, la dilution de la devise, on imprime des dollars alors que le travail a diminué, la quantité de travail, la plus-value a diminué, on imprime des dollars finalement sur rien, ce qui amène la banque à augmenter son taux directeur et à faire éclater toutes les bulles qui vont éclater dans les prochains mois, vous allez voir. En fait, le seul, je dirais, check and balance qui existe contre le premier ministre Trudeau à l'heure actuelle, c'est le système bancaire. Nos banquiers vont le ramener à l'ordre. Ça va se faire. Les taux directeurs vont augmenter sans cesse, ce qui va créer une crise sociale sans précédent, une pauvreté sans précédent. La récession va succéder à l'inflation, ainsi de suite. Donc, et tout ça à cause d'une politique, une obsession des changements climatiques, une obsession, si vous voulez, de faire la guerre à l'industrie pétrolière, mais aussi et surtout d'encourager, de stimuler l'hystérie et l'hypocondrie collective autour de la COVID. Là, à ce moment-là, on détruit l'économie, tout simplement, et on récompense une nouvelle classe de millionnaires au Québec qu'on va appeler les médecins. N'est-ce pas? Et là, ça va être tout le monde malade, tout le monde malade. C'est ça qu'on vit depuis 2 ans, là. C'est la catastrophe. Les conséquences économiques de ça, là, on va les mesurer bientôt. Et pour, évidemment, nous distraire, nous changer les idées, nous faire oublier l'augmentation du pétrole, l'augmentation du panier d'épicerie, l'augmentation, la valeur dans l'immobilier, la valeur des propriétés résidentielles et commerciales, etc. Pour nous faire oublier tout ça, il y a des images de l'Ukraine à longueur de journée.
Et voilà. Comme si le Canada joue un rôle important en Europe, comme si le Canada était une grande puissance militaire qui pouvait faire la différence, alors qu'en réalité, on est complètement dépendant des Américains avec le NORAD et que nos militaires sont sous-équipés, sous-financés, etc. Donc, moi, je le vois dans cette tragédie de l'Ukraine, j'y vois un autre signe de l'incompétence de nos élites et de la volonté de nous distraire de nos vrais problèmes, qui sont des problèmes économiques que l'on vit ici présentement, des problèmes qui sont extrêmement graves et dont je ne vois pas la fin. Finalement, je vais faire un court commentaire sur la Chine. La Chine joue un rôle extrêmement important au Québec et au Canada. Là-dessus, j'avais fait une vidéo que j'ai retirée, que je vais remettre parce que je suis en train de la retravailler. C'est-à-dire qu'en Chine, la Chine n'est plus un pays communiste. Elle n'est pas pensée que la Chine est un pays communiste. La Chine, aujourd'hui, est un pays d'oligarques, une dictature d'oligarques. Et au Canada, Justin Trudeau a la plus grande admiration pour la Chine. Parce qu'en Chine, vous savez, depuis 2004, il y a plusieurs réformes qui ont été introduites, entre autres la reconnaissance de la propriété privée des moyens de production en Chine, premièrement. Deuxièmement, l'accès des investisseurs étrangers en Chine. Et troisièmement, la norme de productivité qui est imposés aux travailleurs qui doivent maintenant répondre à une norme constitutionnelle de productivité. Autrement dit, en Chine, ce qui est merveilleux pour nos oligarques et nos hommes d'affaires d'ici, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de négociation, n'est-ce pas? C'est le Parti communiste qui contrôle tous les aspects de la vie des citoyens. Et évidemment, l'hystérie de la COVID est encore très présente, il y a encore du confinement. Et ils ont parfaitement compris l'importance de la vaccination, le passeport numérique, la 5G, très important. Très important, parce que les algorithmes d'espionnage passent par la 5G. Et au Québec, et ça commence aux États-Unis à s'implanter grâce à Biden aux États-Unis, ce qui enrage Trump et les républicains d'ailleurs, parce que d'après Christopher Wray et William Burns, le patron de la CIA, Christopher Wray, qui est le patron du FBI, la plus grande menace à la sécurité nationale des États-Unis et du Canada, par voie de conséquence, c'est la Chine. C'est pas la Russie, là, puis l'Ukraine, là. N'est-ce pas? Poutine, là, il est en train de s'enliser tout seul dans ses sables mouvants, là. Hein? On se croise les doigts pour qu'on n'en arrive pas à l'Holocauste nucléaire. Hein? Un drame, l'Armageddon, là. On se croise les doigts là-dessus. Mais on ne peut pas y faire grand-chose au Canada là-dessus. On peut accueillir des réfugiés, aider sur le plan humanitaire, ce qu'on a toujours fait. Mais de là fournir des armes aux Ukrainiens pour qu'ils aient tué des Russes, ça, c'est pas une bonne idée au départ. Mais pour les services de renseignement américains, le problème il est chinois. C'est le Parti communiste chinois. Et nos oligarques n'ont pas réussi à influencer le pouvoir de façon à faire tomber l'influence du Parti communiste en Chine. Et nos oligarques, nos locaux ici, nos bons Québécois, là, très riches, qui vont investir en Chine, ce qu'ils aiment, c'est qu'il n'y a pas de syndicat. Tout le monde est heureux tout le temps. N'est-ce pas? Et le niveau de vie, et on essaie de garder le niveau de vie le plus stable possible et permettre aux oligarques de s'enrichir grâce aux paradis fiscaux. J'ai hâte qu'un jour, les autorités chinoises commencent à enquêter sur les fortunes des oligarques dans les paradis fiscaux. Notamment, il y en aurait plusieurs, par exemple, qui se seraient réfugiés aux États-Unis parce que les services de renseignement chinois voudraient avoir leur tête. Mais bon, pourraient les accuser de corruption, n'est-ce pas, devant les tribunaux chinois. Donc, c'était simplement ça, là, un court commentaire sur l'influence de la Chine, ce qui vient renforcer, n'est-ce pas, la volonté de nos premiers ministres dictateurs qui n'ont aucun check and balance, qui n'ont pas d'opposition, là, et des tribunaux, nos tribunaux, pas un son. J'ai pas vu un seul juge à l'heure actuelle s'élever contre le pouvoir exécutif dans le dossier de la COVID, là. Personne. Personne. C'est la victoire totale. Exécutif, législatif, judiciaire. Nos deux premiers ministres qu'on donne l'impression, vraie ou fausse, qu'ils ont la main haute sur tout.
C'est ça qu'on appelle une dictature. Et il s'inspire de la Chine, qui est le modèle chinois. Parce qu'en même temps aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nos syndicats sont plutôt silencieux depuis que Legault et Trudeau sont au pouvoir. Il y a eu quelques négociations, mais on a réglé ça vite en imprimant de l'argent. Là. Et là, les banques réagissent à leur tour. Bon, voilà. Donc, le seul check and balance, au fond, qui se fait ici, c'est à peu près le système bancaire là, qui va ébranler les colonnes du temple avec les augmentations des taux directeurs pour répondre, si vous voulez, à la crise énergétique reliée au pétrole et pour répondre, si vous voulez, à la dilution de notre dollar par ces programmes très, très généreux, mais qui étaient en fait du vent pour aider les gens à traverser à travers la crise de la COVID. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, vous pouvez souscrire, devenir un abonné. Et ça me fera plaisir de vous répondre. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. Et à la prochaine.